Au cœur de l'Afrique, niché entre des collines ondulantes et une verdure luxuriante, se trouvait le village de Nyandoro. C'était un lieu d'harmonie où les villageois vivaient ensemble comme une grande famille. Au centre de ce village se trouvait la famille de Baba Shamba, connue et respectée de tous. Baba Shamba avait 2 épouses, Kemi, sa première épouse, et Ayo, sa deuxième épouse. Chaque épouse avait une fille. La fille de Kemi, Zuri, était belle en soi. Mais la fille d'Ayo, Nyasha, ressemblait à la lune radieuse dans une nuit sans étoiles. La beauté de Nyasha était le sujet de conversation du village. Sa présence était envoûtante et même le jeune prince Tadeo l'avait remarqué. Il avait décidé qu'il épouserait Nyasha lorsqu'elle serait en âge de se marier. Une décision qui apporta une grande joie à Ayo et Nyasha, mais suscita une profonde jalousie dans le cœur de Kemi. Kemi croyait que Zuri, sa fille, méritait l'attention du prince, pas Nyasha. Ces sentiments étaient évidents pour quiconque y prêtait attention, mais c'était un sujet évité dans les conversations publiques. Les visites du prince au village devinrent fréquentes. Chaque fois, ses yeux cherchaient uniquement Nyasha, qui, dans sa simplicité, ne comprenait jamais vraiment la profondeur de son admiration. Elle continuait avec ses routines quotidiennes, jouant avec ses amis, aidant sa mère et rêvant sous les cieux étoilés. C'était une fille joyeuse, inconsciente de la tempête qui se préparait chez elle. La jalousie de Kemi grandissait de jour en jour. Les murmures des villageois sur l'avenir de Nyasha, en tant que reine, ne faisaient qu'alimenter son amertume. Elle voyait sa propre fille, Zuri, comme méritant le même avenir et commença à élaborer un plan pour changer le cours du destin. Son esprit était un chaudron de jalousie et d'amertume, prêt à déborder. La jalousie de Kemi atteignit un point d'ébullition. Elle ne supportait plus de voir Nyasha adorée par les villageois et le prince. Un jour, elle élabora un plan sournois pour ternir la réputation de Nyasha. Elle choisit son bien le plus précieux, un collier qui brillait comme le soleil du matin, et décida de l'utiliser comme instrument de son stratagème. Kemi cacha soigneusement le collier dans un tas de vêtements que Nyasha devait laver à la rivière le lendemain. C'était un coup rusé qui, espérait-elle, jetterait une ombre sur la brillante réputation de Nyasha. Elle sourit intérieurement, satisfaite de son plan, et attendit que le lendemain se déroule. Ignorante du complot contre elle, Nyasha vaqua à ses tâches le lendemain matin. Elle rassembla les vêtements et se dirigea vers la rivière, fredonnant une mélodie joyeuse en chemin. La rivière était un lieu de paix pour Nyasha, un endroit où elle rêvassait souvent et profitait du calme environnant. Alors qu'elle plongeait la main dans la poche de l'un des vêtements, ses doigts touchèrent quelque chose d'inattendu. C'était le collier de Kemi, brillant de 1000 feux au soleil. Le cœur de Nyasha fit un bond. Elle savait que ce n'était pas le sien. Avec innocence et une conscience claire, elle décida de le rendre à Kemi après avoir terminé ses corvées. Elle imaginait combien sa belle-mère devait être inquiète de perdre quelque chose de si précieux. Dans son esprit, rendre le collier était un simple acte d'honnêteté. Nyasha ne se doutait pas qu'elle marchait droit dans le piège tendu par Kemi. La jalousie de sa belle-mère était sur le point de transformer la vie simple et joyeuse de Nyasha en un conte tordu de tromperie et de lutte, changeant à jamais l'harmonie de leur village. Nyasha termina ses corvées et rentra chez elle, le collier bien rangé dans sa poche. Elle ressentait un mélange de confusion et d'inquiétude face à cette étrange découverte. En arrivant, elle trouva Kemi qui l'attendait. Mais au lieu de gratitude, le visage de Kemi se tordit de colère. Elle cria « Voleuse! Voleuse !» Sa voix était suffisamment forte pour attirer une foule. Les villageois se rassemblèrent rapidement, la curiosité et l'inquiétude se lisant sur leurs visages. Nyasha, effrayée et choquée, tenta d'expliquer.
Je l'ai trouvé dans le linge. Je ne l'ai pas volé. » Mais Kémi continua sa tirade, tissant un récit de tromperie qui peignait Nyasha comme une voleuse rusée. La foule murmurait, incertaine de qui croire. Juste au moment où les choses semblaient sombres pour Nyasha, sa mère, Ayo, intervint. Elle avait tout vu depuis sa fenêtre. D'une voix calme et assurée, elle révéla la vérité. « J'ai vu Kémi cacher le collier dans le linge. » Ses yeux ne quittèrent jamais ceux de Kémi, sa voix restant ferme. Les murmures de la foule se firent plus forts et l'opinion commença à changer. D'autres villageois qui étaient à la rivière lorsque Nyasha trouva le collier parlèrent en sa défense. « Elle dit la vérité, » dit l'un d'eux. « Nous l'avons vu le trouver dans les vêtements, » ajouta un autre. La vérité était maintenant aussi claire que le jour. Les murmures des villageois se transformèrent en un chœur de désapprobation contre Kémi. Elle tenta de nier, mais c'était inutile. Ses mensonges avaient été exposés. L'innocence de Nyasha fut prouvée, et les villageois l'accueillirent, sa réputation intacte. Mais cet incident laissa une marque profonde sur le village. La confiance était brisée, et le lien entre les deux familles tendu. Pour Nyasha, ce fut un moment de justification. Elle avait fait face à une accusation injuste et en était sortie avec son intégrité intacte. Cependant, l'épreuve était loin d'être terminée. Le cœur de Kémi s'était encore assombri avec l'échec de son plan, et elle commença à concocter un plan encore plus sinistre. À Nyandoro, le festival annuel était un moment de joie et de célébration. Une période où le village se réunissait pour danser, chanter et oublier leurs soucis sous le ciel éclairé par la lune. Le festival était profondément enraciné dans la tradition, et l'une des coutumes les plus importantes était le tabou du premier jour. Aucune fille ne devait se rendre à la rivière. Cette règle, établie par les ancêtres, était censée protéger le village de la malchance et du malheur. À l'approche du festival, le village était en effervescence. Des décorations étaient accrochées, des tambours étaient prêts, et des histoires des festivals passés étaient partagées entre les villageois. Mais dans le cœur de Kémi, il n'y avait pas de joie, seulement un désir brûlant de vengeance. Elle voyait dans ce festival une occasion de nuire à Nyasha et de l'écarter une fois pour toutes. La veille du festival, alors que l'air était chargé d'anticipation, Kémi appela Nyasha auprès d'elle. Sa voix était douce comme du miel, un contraste frappant avec son ton habituel. « Nyasha, chérie, dit-elle, j'ai besoin que tu ailles chercher de l'eau à la rivière demain matin. J'ai besoin d'eau fraîche pour le festival. » Les yeux de Nyasha s'écarquillèrent de stupeur. « Mais belle-mère, demain est le premier jour du festival. Il est interdit pour moi d'aller à la rivière, » protesta-t-elle. Kémi insista, ses paroles empreintes de fausse sollicitude. « C'est juste une vieille tradition stupide. Rien ne va arriver. Et si tu n'y vas pas, je rendrai ta vie ici insupportable. » Sa menace resta en suspens, laissant Nyasha piégée entre le respect des coutumes ancestrales et la peur de la colère de sa belle-mère. Cette nuit-là, Nyasha ne put dormir. Elle se tourna et se retourna, son esprit tourmenté par la peur et l'inquiétude. Elle connaissait les conséquences de la violation du tabou, mais elle craignait encore plus de défier sa belle-mère. Alors que l'aube se levait, projetant une lueur dorée sur le village, Nyasha fit un choix qui pesait lourdement sur son jeune cœur. Sous le poids de la menace de sa belle-mère, Nyasha prit une décision désespérée. Si elle devait aller à la rivière, elle le ferait déguisé en garçon, espérant tromper les esprits et éviter la malédiction. Elle fouilla dans les vieux vêtements de son père, trouvant une chemise et un pantalon trop grands. Avec ses cheveux cachés sous une casquette, elle espérait que la rivière ne la reconnaîtrait pas. Le chemin vers la rivière, habituellement familier et réconfortant, semblait maintenant sinistre.
Chaque pas était lourd du poids de sa décision. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles ressemblaient à des avertissements chuchotés. En atteignant la rivière, les eaux habituellement accueillantes la regardaient avec un regard froid et impitoyable. Nyasha hésita un instant, regardant son reflet dans l'eau. Elle prit une profonde inspiration et remplit son pot d'eau, chaque instant semblant une éternité. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, une étrange sensation l'envahit. Ses pieds, qui auraient dû la ramener chez elle, étaient enracinés sur place, immobiles comme si la terre elle-même les retenait. La panique saisit son cœur alors qu'elle réalisait que la rivière avait vu à travers son déguisement. Nyasha était piégée, prisonnière de ses propres choix. La réalisation de sa situation la frappa, et un cri désespéré d'aide échappa à ses lèvres, résonnant dans le silence de la rivière. Le soleil du matin monta plus haut, projetant sa lueur chaleureuse sur le village. Mais pour Nyasha, piégée par la rivière, la lumière n'apportait aucun réconfort. Malgré son déguisement astucieux, la rivière l'avait reconnue comme la fille qui avait osé briser le tabou sacré. Ses pieds, liés par des chaînes invisibles, refusaient de bouger. La peur et le désespoir montaient en elle, alors qu'elle comprenait la gravité de sa situation. Les villageois, commençant leur journée, entendirent le cri de Nyasha et se précipitèrent vers la rivière. Ils la trouvèrent là, piégée et impuissante. Kémi, en entendant la nouvelle, fit semblant d'être inquiète, mais se réjouit secrètement, croyant que son plan avait réussi. Elle avait voulu faire tomber Nyasha, et maintenant le destin avait joué en sa faveur. La nouvelle du sort de Nyasha se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Les villageois, autorisés par la tradition à visiter la rivière pendant le festival, la trouvèrent là, coincée et impuissante. Ils essayèrent de la libérer, mais c'était comme si la rivière elle-même la retenait. Des chuchotements et des murmures parcouraient la foule. « La rivière l'a attrapée », disait-il, avec un mélange de pitié et de peur dans la voix. Ayo, en entendant la nouvelle, se précipita sur les lieux. Elle avait rendu visite à sa propre mère dans un village voisin et ignorait tout du tumulte qui s'était déroulé en son absence. Son cœur se serra en imaginant sa fille seule et impuissante près de la rivière. Elle se hâta vers Nyasha, ses pieds bougeant rapidement avec l'inquiétude désespérée d'une mère. En arrivant à la rivière, les yeux d'Ayo se remplirent de larmes à la vue de sa fille coincée et désespérée. Nyasha leva les yeux, son visage s'illuminant à la vue de sa mère. Ayo s'approcha, son cœur débordant d'amour et d'inquiétude. « Mon enfant » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Ayo savait qu'elle devait agir. Elle ne pouvait pas lever la malédiction, mais elle pouvait rendre l'épreuve de sa fille plus supportable. Elle chercha le menuisier du village, un homme au grand cœur qui fut ému par le sort de Nyasha. Ensemble, ils construisirent un petit abri près de la rivière, juste là où Nyasha était coincée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un refuge, un endroit où Nyasha pouvait trouver un peu de répit face au soleil et à l'air froid de la nuit. Ayo établit ensuite une routine quotidienne. Chaque matin, à l'aube, elle rendait visite à Nyasha, lui apportant de la nourriture et du réconfort. Elle s'asseyait avec elle, lui parlait et lui tenait compagnie, essayant de rendre une certaine normalité à la situation surréaliste. Les villageois regardaient et murmuraient, admirant la dévotion d'Ayo face à l'adversité. Son amour pour sa fille brillait comme un phare. Au fil des jours, Nyasha trouva de la force dans les visites de sa mère. L'abri apportait un confort physique, mais la présence d'Ayo était un baume pour son âme. La rivière la retenait toujours captive, mais elle n'était plus seule. Dans les yeux de sa mère, elle trouvait de l'espoir, un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'amour restait une force puissante
inébranlable et vrai. Ayo, toujours réfléchi, réalisa le besoin d'un code secret. Le village bourdonnait de l'histoire de la fille coincée par la rivière, et les visiteurs curieux approchaient souvent de l'abri, certains avec de bonnes intentions, d'autres simplement pour bavarder. Pour assurer la sécurité de Nyasha et sa tranquillité d'esprit, elles avaient besoin d'un moyen de communiquer, un signe que c'était bien sa mère à la porte. Ayo imagina donc un code simple mais efficace. Avant de frapper, elle chantait une petite mélodie, une berceuse qu'elle chantait à Nyasha lorsqu'elle était bébé. C'était un air connu seulement d'elle, une mélodie qui portait des souvenirs de temps plus sûrs et plus heureux. La chanson disait « Ma chère fille, c'est moi, ta mère. Je t'aime et ne veux pas que tu souffres. Ouvre la porte, je suis ta mère. » Chaque matin, alors que les premiers rayons du soleil perçaient le ciel, Ayo s'approchait de l'abri, fredonnant doucement la mélodie. En l'entendant, Nyasha ressentait une poussée de soulagement et ouvrait la porte pour accueillir sa mère. Elles s'asseyaient ensemble, partageant de la nourriture et des histoires, leur conversation étant un baume pour le cœur troublé de Nyasha. Ayo racontait à Nyasha les événements du village, le festival qui continuait malgré l'ombre de leur malheur. Elle apportait des nouvelles d'amis et de voisins, des morceaux de la vie quotidienne qui maintenaient Nyasha connectée au monde dont elle était temporairement coupée. En retour, Nyasha partageait ses pensées et ses peurs, trouvant du réconfort dans les paroles sages et la douce réassurance de sa mère. Leurs réunions quotidiennes étaient brèves mais précieuses. Elles riaient et pleuraient, se tenant mutuellement, leurs liens se renforçant face à l'adversité. Le soutien indéfectible d'Ayo était un témoignage de l'amour maternel, une force si puissante qu'elle pouvait résister à n'importe quelle tempête. Pendant que le lien entre Nyasha et sa mère se renforçait de jour en jour, le cœur de Kémi s'assombrissait de plus en plus avec l'envie et le dépit. Elle observait de loin, son esprit tordu par la jalousie, tandis que le village louait Ayo pour sa dévotion. Dans la vision déformée de Kémi, chaque mot d'admiration envers Ayo était une insulte contre elle, un rappel de son propre échec à faire tomber Nyasha. L'amertume de Kémi ne connaissait pas de limite. Elle commença à élaborer un plan plus sinistre, né des profondeurs de sa malveillance. Elle commença à observer les visites d'Ayo à la rivière, se cachant derrière les arbres, ses yeux plissés avec de mauvaises intentions. Il ne fallut pas longtemps pour qu'elle remarque le motif, la petite mélodie qu'Ayo fredonnait avant chaque visite. Le dernier jour du festival, alors que l'air était chargé d'un mélange d'épuisement et de soulagement, Kémi décida de frapper. Le village était distrait, pris dans les cérémonies de clôture du festival. C'était le moment parfait pour agir. Elle se glissa discrètement, son cœur battant d'un mélange de peur et d'excitation. En s'approchant de l'abri près de la rivière, elle imita la mélodie qu'Ayo utilisait, sa voix une imitation grossière de l'air doux. « Ma chère fille, c'est moi, ta mère, je t'aime et ne veux pas que tu souffres. Ouvre la porte, je suis ta mère. » À l'intérieur de l'abri, Nyasha, en entendant la mélodie familière, ressentit une poussée de joie. Elle s'étira pour ouvrir la porte, s'attendant à voir le visage aimant de sa mère. Mais à son horreur, c'était Kémi qui se tenait là, avec un sourire malveillant et un couteau à la main. Avant que Nyasha ne puisse réagir, Kémi, aveuglée par la rage, frappa avec le couteau. Mais dans une tournure tragique du destin, ce n'était pas Nyasha qui ouvrit la porte. C'était Zuri, la propre fille de Kémi, qui avait passé la nuit avec Nyasha pour lui tenir compagnie. Ignorant les plans malveillants de sa mère, Zuri devint la victime involontaire de la malveillance de Kémi. Kémi, dans sa rage aveugle, ne réalisa son erreur que trop tard. Le couteau, destiné à Nyasha,
avait trouvé sa cible en Zuri, sa propre fille. Un cri d'horreur échappa aux lèvres de Nyasha, alors que Zuri s'effondrait, la gravité du moment se révélant à tous les présents. L'agitation attira les villageois, y compris le prince et le roi, qui se précipitèrent sur les lieux. Ils trouvèrent une Ayo affligée, une Zuri grièvement blessée et une Nyasha choquée, toujours piégée par la malédiction de la rivière. Kémi, réalisant son terrible erreur, s'effondra. Sa façade s'effrita, révélant les profondeurs tordues de sa jalousie et de son dépit. Devant la foule rassemblée, Kémi avoua tout. Elle parla d'une prophétie faite à la naissance de Nyasha par une herboriste, qui prétendait que Nyasha était destinée à être reine, un destin qui éclipserait sa propre fille. Poussée par le désir d'assurer l'avenir de Zuri, Kémi avait laissé la jalousie et la peur la consumer, la menant sur un chemin sombre qui se termina dans le sang de sa propre fille. La révélation envoya des vagues de choc et de colère à travers le village. Le roi, un dirigeant juste et équitable, décréta que Kémi soit bannie du territoire, ne pouvant jamais y revenir. Ces actions avaient non seulement causé du tort à sa belle-fille, mais avaient maintenant tragiquement blessé son propre enfant. Les villageois, qui l'avaient autrefois respectée, la regardaient maintenant avec mépris. Quant à Nyasha, la malédiction de la rivière se leva au 7e jour, comme prophétisé. Elle se libéra, non seulement des liens physiques, mais aussi de l'ombre de la haine de Kémi. Le prince, témoin silencieux de toute l'épreuve, s'avança. Avec la bénédiction du roi, il réaffirma son intention d'épouser Nyasha, reconnaissant sa force, sa résilience et la pureté de son cœur. Avec Kémi bannie du village et la vérité révélée, les habitants de Nyandoro commencèrent le lent processus de guérison. Les cicatrices laissées par la tromperie de Kémi et la tragique erreur étaient profondes, mais le village était déterminé à restaurer l'harmonie qui définissait autrefois leur communauté. Nyasha, maintenant libre de la malédiction de la rivière, devint un symbole de résilience et d'espoir. Zuri, bien que blessée, survécut. Elle et sa mère Ayo se consacrèrent à l'aider à se rétablir, tant physiquement qu'émotionnellement. Le lien entre Zuri et Nyasha se renforça alors qu'elles partageaient leurs expériences et se soutenaient mutuellement à travers leurs traumas respectifs. Le village se rassembla autour d'elles, fournissant soutien et encouragement. Le prince, fidèle à sa parole, rendait souvent visite à Nyasha. Leur lien se renforça, non seulement à cause de sa beauté, mais aussi à cause de son esprit indomptable et de sa gentillesse. Il admirait sa force et la manière dont elle avait affronté les adversités avec grâce. Les villageois, voyant l'affection sincère entre le prince et Nyasha, étaient remplis d'espoir pour l'avenir. Le roi, ému par les événements, déclara une journée de souvenirs et de réflexion. Il souligna l'importance de l'honnêteté, de la gentillesse et les dangers de la jalousie. Les villageois prirent ces leçons à cœur, jurant de rester vigilants contre de telles émotions destructrices à l'avenir. Nyasha, bien que soulagée d'être libre, portait le poids de l'épreuve. Elle trouvait souvent du réconfort près de la rivière, le même endroit qui avait autrefois été sa prison. C'est là qu'elle réfléchissait aux leçons apprises et à la force qu'elle avait découverte en elle-même. Elle savait que son voyage était loin d'être terminé, mais avec le soutien de sa famille et du prince, elle était prête à affronter tout ce qui viendrait ensuite. Au fil des saisons, le village retrouva peu à peu sa joie de vivre. Le festival, qui avait été éclipsé par les événements tragiques, fut rappelé non pas pour la tristesse, mais pour les leçons qu'il avait enseignées. Nyasha et Zuri, ainsi que les villageois, attendaient l'avenir avec un sens renouvelé de l'unité et du but. Les visites du prince devinrent plus fréquentes, et son affection pour Nyasha s'approfondit. Il admirait sa force intérieure et la manière dont elle avait géré les adversités qui lui avaient été jetées.
Le roi, voyant les changements positifs dans le village, décida de formaliser les fiançailles entre le prince et Nyasha. Une grande célébration fut planifiée, une qui apporterait joie et guérison à Nyandoro. Les préparatifs pour la cérémonie de fiançailles étaient remplis d'excitation et d'anticipation. Nyasha, bien que humble face à toute cette attention, restait ancrée. Elle continuait ses routines quotidiennes, aidant sa mère et passant du temps avec Zuri. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer, et elle était déterminée à utiliser ses expériences pour avoir un impact positif sur le village.